Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des investissements entreprises et institutionnels. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Geoffrey Sturza, bonjour, directeur Bonjour. général adjoint et responsable des gestions de Cigogne Management. Mais avant de débuter ce rendez-vous, faisons un rappel de toutes les entités de gestion existantes au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupent autour de 100 milliards d'actifs sous gestion, car chacune possède des compétences et des savoir-faire qui lui sont particuliers. Tout d'abord, Crédit Mutuel Asset Management, qui dispose d'un large savoir-faire en matière d'EPC dans toutes les gammes d'actifs. Banque de Luxembourg Investissement, qui propose des EPC avec une gestion plus internationale et des stratégies multi-actifs. CIC Market Solutions, qui conçoit des produits structurés sous forme de MTN. CIC Private Debt, qui est dédié au financement des intermédiaires. Et Cigogne Management, société de gestion qui propose des fonds d'investissement alternatifs et que nous retrouvons aujourd'hui. Nous allons nous arrêter aujourd'hui avec ces structures sur un fonds tout particulier qui est le fonds Stork DMS. On va dire quelques mots en introduction. Au long de ce webinaire, juste un aspect technique, que tout au long de ce webinaire, d'une durée de 30 minutes, vous pourrez nous poser des questions via le chat pendant toute la durée et nous y reprendrons à l'issue. Je me tourne vers Geoffrey Sturza. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter Cigogne Management, entité peu connue, et nous faire le point sur le fonctionnement du fonds Stork DMS, DSMS pour Dynamique Multistratégie, fonds qui dispose d'un actif de 1,5 milliard sous gestion et d'un niveau de performance remarquable sur 2020, malgré un contexte difficile. Alors, juste en introduction, un petit gimmick. Pourquoi Stork? Quel est le sens de ce mot? Est-ce que c'est un jeu de mots? Alors non, c'est pas un jeu de mots. Stork, c'est simplement la traduction, on va dire, internationale, puisque c'est la traduction à la fois anglaise et allemande de Cigogne. Et puis, on a aimé, en 2004, marquer un petit peu notre régionalisme, puisque cette structure est née, en tout cas, au niveau de l'imagination, à Strasbourg. Et donc, on a voulu garder ce petit clin d'œil historique à notre région natale. Je vous propose de faire un petit descriptif déjà en introduction avant de passer aux performances sur la société de gestion. Qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? Donc cette société, elle a été créée en 2004. C'est une société qui appartient à 100% au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est un modèle qui est très atypique, cette société de gestion. La volonté et le modèle de départ en 2004, ça a été de faire profiter les clients du groupe du savoir-faire, de la salle des marchés, du compte propre. Cette entité s'appelle CIC Marché. Ce sont 45 opérateurs de marché, 45 traders qui sont répartis sur 4 sites géographiques. Les sites historiques Paris et Strasbourg, mais également deux entités à New York et à Singapour pour traiter spécifiquement, évidemment, ces marchés. Ces opérateurs de marché, ces 45 traders, agissent en tant que conseillers en investissement de Cigogne et vont amener finalement des stratégies d'arbitrage basées sur des modèles finalement de valeur relative. C'est vraiment la spécificité de ce modèle que l'on met en avant dans Cigogne. Donc Cigogne aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'encours sous gestion avec cette spécialisation, et on ne fait que ça, des opérations d'arbitrage dans Cigogne. Donc, peut-être décrire un petit peu le process d'investissement qui, évidemment, capitalise sur le savoir-faire de la banque. Donc, je l'ai indiqué, ça se lie un petit peu en 3 colonnes, avec la première qui est le savoir-faire de CIC Marché, les 45 opérateurs, qui donc ont cette vue de valeur relative, cette stratégie de gestion alternative depuis le début des années 90. Ça fera bientôt 30 ans que cette salle des marchés est spécialisée dans les activités de gestion alternative. Et donc, je le disais tout à l'heure, agissent en tant que conseiller en investissement de Cigogne Management. Vous allez avoir ensuite les 2 autres colonnes qui sont finalement le savoir-faire de l'équipe de Cigogne et l'équipe de ses 10 gérants. Ce savoir-faire, c'est une sélection parmi les stratégies qui lui sont proposées par les équipes de CIC Marché, et puis un calibrage de portefeuille, parce qu'évidemment, on a dans nos fonds d'investissement des objectifs de performance, mais aussi et surtout des objectifs de gestion de la volatilité, de maîtrise de la volatilité. Et tout ça, ça passe par un calibrage, je dirais, bien réalisé sur les stratégies, une forte diversification à la fois sectorielle et à la fois géographique de nos investissements. Le fonds Stork, pour faire vraiment un focus sur ce fonds-là, puisque c'est la thématique aujourd'hui, c'est un fonds de fonds qui a une allocation tout à fait dynamique. C'est important de l'indiquer, c'est pas du tout une allocation qui est statique. Vous voyez ici l'allocation d'ailleurs qui est celle, la dernière en date, au 31 octobre, et qui montre finalement la répartition selon ces différentes classes d'actifs, avec
Tout en haut, nos deux compartiments qui sont un petit peu, je dirais, les moteurs récurrents de performance, ceux qui ont peut-être le moins de volatilité, nos deux compartiments de titrisation, ABS et Cielo. Et puis les 4 autres qui sont les compartiments, je dirais, à alpha, qui vont alternativement, parfois simultanément, être les moteurs de performance, et on le voit selon les configurations de marché, venir amener finalement le surcroît de performance qui nous permet d'objectiver une performance d'Euribor plus 3% sur ce fonds Stork. Cette allocation, je le disais, elle est dynamique, c'est important de l'indiquer, elle est opportuniste mais dynamique. C'est ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne de distribution, on crée les produits, on crée les fonds cigognes, on calibre chacune des stratégies, mais on calibre aussi l'allocation de ce fonds Stork tout à fait dynamiquement. Pour ceux qui nous suivent attentivement, vous avez d'ailleurs vu au cours de l'été qu'on a souhaité réallouer une partie du capital qui était alloué sur la spécialité de fusion-acquisition vers le crédit, parce que, compte tenu des éléments de marché, compte tenu des perspectives un petit peu moroses sur le deuxième semestre 2020, il nous semblait plus intelligent d'aller déployer du capital sur la spécialité crédit, qui pour le coup avait des stratégies parfaitement encadrées en termes de risque, avec une optionnalité très très intéressante. Une rapide présentation des différentes spécialités qui composent ce fonds Stork et donc les différents fonds cigognes. Vous avez pour commencer 2 fonds de titrisation qui sont les compartiments ABS et Cielo. Ce sont des portefeuilles de première qualité, hein, vous le savez. Le compartiment Cielo est raté 100% AAA. Le compartiment ABS est pour à peu près 75% composé de papier AAA et le reste est AA. On est concentré sur de la titrisation européenne, majoritairement, hein, sur le portefeuille Cielo 100% et sur le portefeuille ABS environ 90%. Ce sont, je le disais, des ABS et des titrisations de qualité prime avec un très fort degré de sécurité et on ajoute à cela une couche, je dirais, de sécurité supplémentaire puisque on se concentre sur des maturités courtes. Sur le compartiment ABS, vous avez une duration moyenne qui est de l'ordre d'1 an et demi. Sur le compartiment Cielo, qui est de l'ordre de 3 ans. Vous avez ensuite un deuxième portefeuille qui, là aussi, est très qualitatif. C'est le portefeuille crédit, qui se concentre sur des positions de maturité très courtes, uniquement sur des émetteurs investment grade. Là, le gisement suivi, il est mondial. On a à la fois de l'Europe, des US, mais également de l'Asie, avec 2 grandes spécialités, on va dire le portage court, ça vous le savez que c'est une de nos spécialités historiques, mais aussi celle qui est peut-être la plus emblématique par rapport à notre savoir-faire, l'arbitrage de base, j'achète une obligation, j'achète le CDS en face, dans des stratégies que l'on déploie sur l'ensemble de nos spécialités, l'ensemble de nos fonds, mais particulièrement sur ce compartiment crédit, puisqu'elle compose à peu près 40% de l'allocation. Vous avez ensuite le portefeuille Fixed Income, qui est un portefeuille qui se concentre sur la sphère souveraine, où on va retrouver toute la panoplie, je dirais, du gérant alternatif, avec des stratégies de valeur relative interpays, des stratégies de pente, des stratégies de base, des stratégies aussi directionnelles de spread, et également des stratégies sur le segment de l'inflation. Ensuite, le compartiment convertible, qui est un compartiment, on le sait, qui a une composante qui est un petit peu plus haïde. Les émetteurs d'obligations convertibles sont plutôt sur cette sphère-là. L'intérêt de cet investissement, c'est généralement une position longue sur l'obligation convertible, qui va être plus ou moins couverte en fonction des risques que l'on va identifier et de ces différentes composantes de cette obligation convertible. Bien évidemment, le risque de crédit, le risque d'optionnalité de conversion, qui est le risque action, et également les autres facteurs de risque. Et puis pour finir, le compartiment de fusion-acquisition, dont on a pas mal parlé ces derniers temps, puisque c'est un compartiment qui a été assez chahuté. C'est un compartiment qui a une approche qualitative, on ne traite que des opérations annoncées, on ne fait pas de pré-M&A, au sens spéculatif du terme, et on se concentre vraiment sur une approche qualitative, avec une montée progressive des positions. Et là aussi, une diversification géographique qui théoriquement est mondiale, mais qui est quand même très centrée sur l'Amérique du Nord, puisque on est obligé aussi de suivre le flux d'opérations. Voilà en quelques mots les différentes spécialités qui composent ce fonds Stork. Je crois que l'intérêt aussi de la présentation d'aujourd'hui, et surtout, c'est de faire un point sur les performances. On le sait, on a fait beaucoup, tous ensemble, de services après-vente tout au long de cette année, notamment pour expliquer le drawdown du mois de mars. C'est vrai que ce portefeuille Stork, qui généralement est plutôt bien résilient dans les périodes de crise, a été impacté par la dislocation du marché au mois de mars, notamment la capitulation des marchés obligataires, qui a amené un effet photographique. C'est vraiment un effet photographique à fin mars qui était un petit peu malheureux. Mais pour tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de l'année, vous savez que j'ai essayé d'être rassurant au maximum sur la qualité des portefeuilles, sur l'effet duration, qui mécaniquement allait amener une recovery rapide sur ce fonds Stork, et c'est clairement ce qui s'est matérialisé, ce qui nous permet à fin octobre d'afficher une performance qui est de l'ordre de plus 0,50%, 0,53%. Je peux faire aussi un petit peu de teasing sur le mois de novembre. Sachez que la performance sera entre 80 et 90 BP, peut-être même un petit peu mieux, ce qui va nous permettre d'arriver au-delà de 1%, autour de 1,4% depuis le début de l'année.
Donc une performance qui évidemment, par rapport à tout ce contexte qu'on vient de traverser, très satisfaisante et qui nous permet aussi d'envisager l'avenir un petit peu plus sereinement qu'il y a quelques mois, même si, encore une fois, la qualité des portefeuilles nous a amené à avoir un discours très très rassurant par rapport à nos investisseurs. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette période. Ce qui est intéressant aussi de notifier, je dirais, c'est la récurrence des performances, hein, puisque on illustre aujourd'hui l'exercice 2020, mais si on regarde les performances à 5 ans, mis à part l'année 2018, qui est une année très difficile pour l'ensemble des marchés, on s'en souvient, marquée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, si on note cette année-là, on a quand même sur une récurrence de performance qui est tout à fait intéressante, avec une gestion des drawdowns qui est aussi, là aussi tout à fait intéressante. Voilà un petit peu les éléments qu'on voulait mettre en avant par rapport à ces performances. Geoffrey, est-ce que l'on pourrait regarder la contribution de chacun des compartiments à cette performance? Oui, bien sûr. Alors, c'est un petit slide que j'ai préparé. Là encore, on va se concentrer sur l'année 2020, mais j'ai aussi indiqué des performances à 3 ans et à 5 ans, puisque vous savez que l'objectif de notre compartiment, c'est de réaliser une performance de Euribor plus 3%, mais on recommande à nos investisseurs de nous suivre sur des durées d'investissement qui sont de l'ordre de 3 à 5 ans. C'est pour ça que j'indique régulièrement les performances sur ce type de maturité. Ça permet aussi d'observer que dans des périodes de volatilité, le fonds peut souffrir, mais il a une recovery qui peut être très rapide. Dans le détail, si on regarde un petit peu les performances de ces compartiments-là, on voit que nos deux compartiments de titrisation sont ceux qui finalement ont le mieux résisté. Vous vous souvenez, ils ont affiché des drawdowns qui étaient de l'ordre de moins 4,5 à moins 5% à fin mars. Et je l'avais indiqué, de par leur faible duration, de par la qualité de ces portefeuilles majoritairement composés de papier AAA, une recovery qui a été très rapide, très régulière depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, clairement, on est plutôt sur des niveaux de valorisation, on va dire, qui sont un petit peu supérieurs à ceux de la fin d'année dernière. On est un petit peu sur des niveaux planchers. Je pense que la performance d'ici à la fin de l'année sera autour de l'équilibre sur les 2 mois à venir. Ça veut dire que le compartiment ABS va certainement inscrire une performance autour de 2% et le compartiment Cielo autour de 1%, qui sont, pour ceux qui connaissent bien le modèle Store, qui sont un petit peu leurs objectifs, puisque ce sont des compartiments très qualitatifs et on ne peut pas exiger de ces compartiments-là plus de performance que ce qu'ils affichent aujourd'hui. Vous avez à côté les autres compartiments qui sont ceux qui amènent, je dirais, le surcroît de performance qu'on attend dans les différentes années. Le compartiment convertible, qui, on le sait, a beaucoup souffert au mois de mars. La dette high yield a beaucoup souffert, bien évidemment, principalement sur certains secteurs, les matières premières, le secteur bancaire, l'aéronautique, tout le segment des composantes, de la composante cyclique, bien évidemment, qui a été impacté par la crise sanitaire et la crise financière qui s'en est suivie. C'est un compartiment néanmoins qui rebondit bien depuis. Vous voyez qu'à fin octobre, il était à moins 1%. Là encore, un petit peu teasing sur le mois de novembre. Il y aura une performance qui sera de l'ordre de 2 à 3% sur ce compartiment-là. On est aujourd'hui sur un year-to-date qui est autour de plus 1,5 sur ce compartiment convertible. Donc on voit qu'il y a une vraie qualité et un vrai rebond de cette classe d'actifs-là. Clairement, quand on est sur un drawdown de l'ordre de moins 9% sur ce compartiment convertible à fin mars, il faut se poser des questions sur la qualité du portefeuille, sur sa diversification, avoir une évaluation qualitative de l'ensemble des positions pour prendre les meilleures décisions. Et ce qu'on a souhaité faire à ce moment-là, c'est être opportuniste, essayer de rentrer un maximum de positions parce que, quitte à subir de la volatilité et la faire subir à nos investisseurs, je crois qu'il fallait être opportuniste et il fallait être dynamique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce portefeuille-là, en rentrant des positions de maturité courte, des positions simplement de spread sur des maturités courtes, on en a parlé, des positions qui ont pu faire parler également sur du Telecom Italia, sur du Safran, sur du Technip également, de maturité 2021, des choses qui nous paraissaient être sur des niveaux très intéressants, mais également des stratégies d'arbitrage de type arbitrage de base dont je parlais tout à l'heure, sur notamment l'émetteur Michelin, des stratégies pures d'arbitrage de convertibles sur le groupe GBL convertible en Lafarge, sur Airbus convertible en Dassault. Voilà le type de spécialité, le type de stratégie qu'on a essayé de mettre en place à partir du mois de mars et qui nous permettent aussi, au-delà simplement d'avoir une recovery sur le portefeuille en place, d'espérer aussi profiter de ces mouvements-là. Ce discours, il est d'autant plus vrai sur le compartiment crédit. Vous vous en souvenez, c'est celui qui nous a peut-être fait le plus peur, puisqu'il a eu un drawdown de l'ordre de moins 13 à moins 14% à fin mars. Mais ceux qui m'ont écouté le début avril, je vous avais indiqué que c'est celui probablement sur lequel j'avais le plus confiance. Et c'est clairement ce qui s'est réalisé, puisqu'il a très fortement rebondi dans les mois qui ont suivi, avec des performances à fin avril qui étaient de l'ordre déjà de quasiment 5%, et puis quasiment des performances au-delà de 1% mensuellement depuis. C'est un compartiment qui a aujourd'hui une performance de l'ordre de 3%, donc parfaitement en ligne avec son objectif. Le mois de novembre est bien orienté, autour de 0,50%. La surprise, je dirais, de ce compartiment-là, c'est le drawdown qu'on a pu subir au mois de mars. Il ne nous avait pas habitués à ça, ce compartiment crédit, parce que les 40% de positions de basis trade qu'on a en portefeuille, traditionnellement, ce sont des amortisseurs de volatilité.
Je le répète souvent, mais ces positions, on est acheteur d'obligations et acheteur de CDS. En général, dans les périodes de stress modéré ou de volatilité modérée, elles ont un très bon comportement parce que le marché du CDS, généralement, s'écarte plus vite que le marché des obligations. Et donc, ces stratégies-là, en général, performent dans des mouvements de volatilité. Là, dans ce mouvement du mois de mars, qui était, il faut bien l'avouer, une situation qui était tout à fait inédite avec cette crise de liquidité, on a vu que c'est le marché obligataire qui a complètement capitulé, alors que le marché des dérivés, le marché des CDS, finalement, n'a pricé qu'une crise passagère et n'a pas remis en cause la qualité de crédit des émetteurs. Et donc, je dirais, la probabilité de défaut de ces émetteurs-là n'a pas été remise en cause. Et donc, ces bases se sont fortement écartées. Là encore, notre volonté, ça a été d'être opportuniste dans ce moment-là. Clairement, on l'a été. Le portefeuille a été densifié de quasiment 30% entre mars et mai, avec des positions principalement au risque parfaitement encadrées, notamment des positions de basis trade dont je viens de parler. Clairement, on a énormément densifié ce portefeuille-là. Ça s'est fait par étapes, au départ sur la zone euro, puis sur la zone US, et puis pour finir sur la zone Asie, qui était un petit peu à la traîne. Aujourd'hui, le mouvement il est un petit peu inverse. Les premières qui étaient parties, c'était les bases européennes. Aujourd'hui, elles sont en train d'être sorties parce qu'on revient sur des niveaux à l'équilibre et donc il faut marquer des gains. Et puis, on continue sur opportunité de pouvoir encore rentrer des US et rentrer de l'Asie. Donc c'est aussi l'intérêt, encore une fois, de cette diversification géographique de ce compartiment, c'est d'aller déployer du capital là où les opportunités sont. On passe au compartiment fixed income, avec une performance donc, depuis le début de l'année qui est à 4,5% à fin octobre. La performance de novembre est légèrement positive, de l'ordre de 20 à 30 BP. Donc il va consolider encore cette performance. Clairement, c'est un compartiment qui, ces dernières années, entre guillemets, souffrait du manque de volatilité sur la dette souveraine. Clairement, les marchés étaient très encadrés, très administrés par les politiques monétaires menées par les banques centrales. J'ai envie de dire qu'on voulait la volatilité, on en a eu et on a essayé d'en profiter. Clairement, le marché de la dette souveraine a été très fortement chahuté au mois de mars. On a profité de ces moments-là pour très fortement densifier les portefeuilles. Il y a eu un marché primaire assez dense au mois de mars et au mois d'avril qui nous a permis de rentrer beaucoup de positions dans ces périodes-là, des positions de maturité très encadrées, 3, 5, 7 ans. Je pense en particulier au benchmark 5 ans italien, au benchmark 7 ans espagnol. Tous ces papiers ont été émis à une période difficile, évidemment, au niveau macroéconomique, et ont été émis avec des concessions très importantes dans les courbes, très importantes par rapport aux papiers déjà existants. Et clairement, on a essayé de profiter de ces positions-là. Là encore, l'idée, c'est vraiment d'essayer de profiter de la volatilité où elle se trouve. Il y a également plein de stratégies de valeurs relatives pures qui ont été montées. Je pense à notre desk d'arbitrage sur le Commonwealth, où on a rentré beaucoup de positions de provinces contre États, principalement au Canada et en Australie. Ça a très bien marché ces derniers mois. Je pense aussi à nos amis du portefeuille émergent, où on a eu des drawdowns très importants. Bien évidemment, la liquidité des marchés émergents, comme le marché à yield, c'est un marché qui peut partir assez violemment. C'est ce qui s'est passé au mois de mars, mais sur des positions d'arbitrage de base au risque à terminaison parfaitement encadrées. Si on tient les positions, si on a la capacité de tenir la position, ce qui a été notre cas, on voit qu'il y a des capacités de rebond qui sont très rapides et très opportunistes. Donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu la surperformance de ce compartiment fixed income qui, je dirais, a joué vraiment à plein son moteur d'opportuniste dans les périodes de volatilité. Je termine par le compartiment M&A qui a une performance donc à fin octobre de l'ordre de moins 3,80. C'est pas forcément une belle photo. Sachez que le mois de novembre est bien orienté. On est au-delà de 1,5% depuis le début novembre, donc ça va l'amener pas loin des moins 2%. Là encore, c'est un compartiment qui rebondit bien. Forcément, vous le savez, le contexte a été très difficile pour la sphère de fusion-acquisition. Il y a énormément de deals qui ont été soit remis en cause ou même abandonnés dans certains cas, à l'image, je dirais, du deal Tiffany-LVMH, dont la fin est plutôt heureuse, mais qui a eu beaucoup de volatilité tout au long de l'année. C'est un marché, clairement, qui, au premier semestre, a été très très chahuté. Néanmoins, j'avais déjà indiqué, à partir du mois de mai ou du mois de juin, qu'on sentait un certain assainissement, une certaine accalmie sur ce marché-là, avec de nouvelles émissions ou de nouvelles acquisitions qui étaient lancées et qui tenaient compte, bien évidemment, du contexte économique, du contexte sanitaire et je dirais des conséquences de ce contexte sanitaire sur les prix de valorisation et sur les prix d'acquisition. Et donc, clairement, un assainissement du marché à partir du mois de juillet. Et on voit que depuis, les performances sont tout à fait honorables sur ce compartiment-là.
on ne sera pas à zéro à la fin de l'année, mais clairement, je dirais que les équipes se battent tous les jours pour essayer d'améliorer cette photo-là et aussi de profiter aussi de ces périodes pour essayer de trouver de la valeur, créer aussi de l'expérience parce qu'on fait face à des opérations et des situations qui sont tout à fait inédites et il faut bien évidemment apprendre de ces périodes-là. Pour terminer quand même sur ce compartiment M&A, je veux y voir, malgré cette année négative, moi, des signaux très positifs. Je vois que le marché s'assainit. Je vois aussi, alors c'est un élément je dirais, macroéconomique majeur, mais l'élection de Joe Biden amène quand même un surcroît de sérénité sur les marchés. Clairement, la guerre commerciale de 2018 nous a fait très mal sur cette activité de fusion-acquisition. Si on peut avoir un environnement un petit peu plus serein, peut-être un petit peu moins perturbé par des tweets intempestifs de Donald Trump, eh bien on s'en portera forcément mieux sur cette activité de fusion-acquisition. Donc on a vraiment envie de croire, nous, au niveau de l'équipe, à un nouveau cycle de fusion-acquisition parce que là aussi, les habitudes de consommation changent. Il va y avoir des mouvements de consolidation dans plein de secteurs. Il va y avoir forcément des restructurations également et les fusions-acquisitions vont être annoncées. Donc voilà, un nouveau cycle de fusion-acquisition s'annonce et moi je pense vraiment que les fusions-acquisitions seront un des moteurs de performance de l'année 2021. Voilà. Quelques mots peut-être sur les perspectives 2021 sur cette base-là. Alors sur les perspectives 2021. Prolongement des courbes. Alors oui, bien sûr, dans le prolongement des courbes, ce compartiment store que je vous le disais, alors c'est une performance estimée à aujourd'hui et de l'ordre de plus 1,4%, ce qui est tout à fait honorable par rapport à ce qu'on vient de traverser et au contexte qu'on vient de traverser. Je crois qu'on va vers une année qui finalement sera une année assez standard. L'objectif, clairement, c'est un objectif qui est dans nos normes, de Euribor plus 3%. Je crois que les éléments de volatilité qui vont arriver, notamment le creusement des déficits budgétaires, le fait que Biden n'ait pas non plus la majorité dans les deux chambres amènera probablement aussi quelques mouvements de volatilité dans les plans de relance qui sont prévus aux États-Unis. Voilà, il va y avoir des facteurs de volatilité dont on saura profiter. Et puis, je dirais qu'il faut aussi se baser sur un petit peu ce qu'on a vu dans le passé. On voit que, et c'est aussi un élément sur lequel je voulais revenir, c'est la capacité de recovery de ce fonds-là. Je trouve que c'est très intéressant de regarder les trois périodes de crise majeure qu'on a pu traverser depuis la création de ce fonds en 2007. C'est la crise évidemment financière de 2008, c'est la crise des émetteurs souverains en 2011-2012, mais également cette crise sanitaire. Ce qui est intéressant, et je crois que c'est un superbe argumentaire commercial qu'il faut mettre en avant sur ce compartiment, au-delà de sa capacité de résilience dans les marchés et dans les moments difficiles, cette capacité de recovery rapide de notre compartiment Stork, elle est à noter. Vous vous en souvenez tous, en 2009, il nous a fallu à peine 6 mois pour retrouver le drawdown qui était quand même assez important en 2008. On a fait aussi des petits calculs avec une personne de l'équipe ce matin, et je le remercie, sur les drawdowns de 2011 et de cette année. On se rend compte que le time to recovery est de l'ordre de 8 mois. Donc ça montre bien que dans les périodes de volatilité, on résiste globalement bien, globalement mieux que les marchés. On rebondit aussi beaucoup plus rapidement que les marchés. Et là aussi, pour faire un petit peu de teasing et pour relancer un petit peu un argumentaire commercial, et je pense que Jocelyn validera, on s'aperçoit aussi régulièrement que quand on traverse ces périodes de crise, dans les 2-3 années qui suivent, on est capable de générer des performances qui sont au-delà de l'objectif, parce que forcément ces crises-là créent des dislocations de marché et créent forcément des mouvements de volatilité et des opportunités. Voilà. Bien, merci pour cette présentation tout à fait passionnante. On va passer aux questions du chat et c'est bien parce que les questions qui arrivaient au fur et à mesure, elles ont été traitées au fur et à mesure. Je les cite pour mémoire. C'était l'évolution des recoveries. On en a parlé, les 2 recoveries qui viennent d'être citées et qui sont très rapides, donc c'est très favorable pour le fonds. Quel est le potentiel de hausse pour 2021 ? Alors je l'ai indiqué, oui. L'objectif c'est clairement une performance dans l'objectif, c'est-à-dire d'Euribor plus 3%. Je pense qu'on est bien armé, on a des portefeuilles crédits, des portefeuilles de titrisation qui aujourd'hui ont déjà du potentiel en portefeuille, et puis il y aura de la volatilité pour nourrir les portefeuilles convertibles, fixed income et fusion-acquisition, et pour aller chercher cet objectif de performance. Pour réaliser ces performances, combien de gérants sont impliqués dans la gestion ? Alors l'équipe de gestion, elle est composée d'une dizaine de gérants. Ces gérants sont travaillent systématiquement en binôme ou en trinôme, bien évidemment, pour assurer des continuités d'activité et aussi une formation continue, avec un modèle qui est qui est un petit peu un modèle de start-up où on embauche systématiquement des juniors qui vont intégrer au fur et à mesure l'activité. Donc une activité et une équipe de gestion qui est relativement jeune, mais qui a aujourd'hui une expérience d'une 15aine d'années. Alors, à votre connaissance, y a-t-il d'autres fonds de ce type disponibles ?
Alors ce modèle, et on est régulièrement challengé sur cette question, c'est un modèle qui est quand même très atypique. De faire profiter ses clients du savoir-faire d'une banque et d'un compte propre, c'est un modèle qui est quand même très atypique. On a souvent tendance à se comparer à l'indice HFR, qui est l'indice global de gestion alternative. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, qui le regardent, on est plutôt bien au-dessus depuis quelques années. C'est quand même plutôt un élément très encourageant. Mais de fonds diversifiés de ce type-là, avec cette allocation aussi dynamique et avec ce degré de transparence, c'est assez rare. D'autant que, encore une fois, je le rappelle, on maîtrise toute la chaîne. On crée les stratégies, on crée l'allocation des fonds cigognes et on crée l'allocation du fonds Stork dans l'intérêt de nos investisseurs. Dernière question qui nous arrive, les stratégies à l'intérieur de ce fonds, donc on a vu les 6 grandes stratégies, Oui. Elles sont naturellement évolutives en fonction des conditions de marché? Bien évidemment, ça rejoint je dirais la thématique de dynamisme et d'opportunisme dont je parlais. Clairement, on n'est pas figé sur les allocations de nos 6 spécialités. On a 6 spécialités aujourd'hui qui ont des pondérations qui sont de l'ordre de 12 à 22%. Clairement, l'idée, c'est de garder un maximum de diversification dans ces classes d'actifs-là, mais on veut aussi être opportuniste, on veut aussi aller densifier certaines souches. Là, clairement, il y aura d'ici la fin de l'année une revue des portefeuilles pour voir lesquels sont à même de générer le plus de potentiel et de gérer au mieux la volatilité dans le marché actuel. Et donc, cette allocation, elle est revue, je dirais, quasiment mensuellement pour tirer, je dirais, au mieux parti du potentiel de chacun des fonds cigognes sous-jacents. Une autre question, est-ce que la présence des banques centrales complique la tâche d'un gestionnaire alternatif ? Alors, elle la complique, oui et non. C'est évident que les marchés sont très drivés par ces nouvelles macroéconomiques et par cet afflux de liquidités. Traditionnellement, notre stratégie qui était basée sur des analyses fondamentales et notamment sur certaines activités d'arbitrage long-short, elles ont du mal à trouver de la valeur dans ces marchés qui sont très macroéconomiques. Il faut composer avec, il faut tenir compte de ces logiques qui sont des logiques de flux, des logiques macroéconomiques qui sont parfois à l'encontre du bien fondé microéconomique ou du bien fondé fondamental sur certaines positions. Il faut bien évidemment essayer de tirer profit de ces mouvements-là et je dirais aussi profiter des garde-fous qu'amènent ces banques centrales parce que ne faut pas non plus tout jeter non plus dans ces décisions des banques centrales. Je dirais que ça encadre quand même le risque extrême. Eh bien, en conclusion, merci pour cette présentation passionnante. Nous retenons la récurrence de la performance, des anticipations pour 2021 qui sont plutôt porteuses. Je rappelle que le fonds est ouvert à une clientèle qualifiée de professionnelle au sens de la MIF, mais qu'il existe une version indexée sur le Stork au travers des EMTN qui sont régulièrement proposés au sein de la clientèle. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est un petit peu de teasing pour effectivement tous ceux qui n'auraient pas la classification professionnelle ou dont les clients ne seraient pas classés professionnels. On vient d'émettre, il y a quelques jours, un nouvel EMTN 5 ans, 75% capital garanti, qui est souscriptible à partir de 100 000 € pour une maturité de 5 ans. Donc voilà, ça peut aussi être un véhicule, je dirais, d'accompagnement de ce savoir-faire et de cette diversification dans le fonds Stork. Eh bien, merci Geoffrey de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cet excellent support de placement. Merci. Merci à tous, bonne journée.